Voilà, de retour dans cette séance, donc deuxième partie. Le... Oui, ce qui me revient effectivement, voilà, ce que je disais là, il y a quelques minutes sur les exercices de 7. Hein. Si l'expérimentation au niveau des rêves vous intéresse, euh, oui, alors continuez à lire 7 parles. C'est-à-dire, je dirais, dans l'ordre. On est en train de mettre en place... ça nous demande un petit peu de temps. D'autres vidéos, on voulait faire les résumés un peu dans l'ensemble des livres, mais c'est pas si évident que ce qu'on pensait au départ. Ça demande un petit peu de temps, puis après, voilà, faut s'organiser pour filmer, mettre en forme, etc. Euh, En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que un peu dans l'ordre, cette parle va donner quand même globalement la majorité des informations que 7 veut nous donner. Vraiment la toile de fond. Euh, et qu'après, certains des livres vont revenir sur des sujets, vont approfondir, vont aller plus loin. Donc, les notions autour des rêves, en tout cas de voilà, ce que j'ai lu pour le moment, c'est plutôt dans la nature de la psyché. Donc, ce serait ce livre-là que je vous conseille de lire à la suite. Il y a aussi un autre travail, là on hésite sur la forme que ça peut prendre, qui est de vous donner accès en résumé, donc de manière simplifiée, il faut qu'on voit comment, à tout ce qu'on appelle les early sessions, donc les 510 premières sessions, qui ont donné lieu au livre qui s'appelle Le matériau de 7. Comme on l'a déjà expliqué, c'est un matériau écrit, un livre écrit par Jen directement, qui a déjà fait une sorte de guidage de lecture. Elle a regroupé les 510 premières sessions, on a retiré les grands thèmes et l'a présenté dans ce livre. Mais c'est vrai que le matériau de 7 donne déjà, effectivement, c'est une très bonne base. Si vous êtes arrivé à la fin de cette parle et que vous savez pas par où partir, reprenez au matériau de 7, le livre qui est précédent. Si vous arrivez dans ces séances, que vous découvrez le matériau de 7 au sens large, le matériau, c'est deux choses. Soit c'est pour parler de tous les livres de 7, on appelle ça, voilà, c'est le matériau, l'ensemble du matériau de 7, soit c'est le titre d'un livre. Donc là, je parlais de tous les livres de 7. Si vous arrivez dans cette découverte de ce que c'est les livres de 7, dans ce matériau, que vous écoutez, par exemple, je sais pas, un résumé, une séance de guidage, vous lisez un petit peu, et ça vous paraît très très complexe au départ, très confus. Vous voyez pas pourquoi, comment, d'où ça vient. À ce moment-là, je vous conseillerais de commencer par le livre Le matériau de 7, qui donne une très bonne introduction, une présentation de qui est 7, une présentation de comment Jen et Robert ont découvert 7, comment ça s'est mis en place, ce qu'ils ont voulu expérimenter, toutes les expériences qu'ils ont faites pour valider, vérifier. Ils sont très cartésiens dans leur développement, dans leur réflexion, donc ils ont voulu tester 7 pendant plusieurs années. Et ils sont arrivés à la conclusion que le matériau est d'une richesse extraordinaire et qu'il n'y a pas de contradiction et que ça se complète et que voilà, peu importe à un moment donné d'où il vient, c'est un matériau qui amène une réflexion et ça suffit en tant que tel. C'est un peu leur conclusion. Et ce livre-là va vous redonner les premières grandes lignes de 7, un peu les bases. Nous, ce qu'on voudrait ensuite, ce serait effectivement essayer de vous donner accès aux early sessions. Il y a d'autres informations qui ne sont pas dans le matériau de 7 et qui ont servi de formation, en fait, pour Jen et Robert sur leurs premières années. Je crois que ça a duré 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est early session. En tout cas, plusieurs années, j'ai plus le chiffre en tête. Pendant lesquelles, en fait, 7 a continué à former quelque part, oui, apporter des capacités, à donner des exercices à Jen et Robert, à expliquer comment ils vivaient, leur mode multidimensionnel, etc., pour qu'ils soient après en capacité, quand ils parlaient de 7 parles, voilà, il y avait déjà les bases pour aller un peu plus loin. Voilà, donc on aimerait bien quand même à un moment donné, alors peut-être après le travail sur 7 parles,
Le matériau de 7, ça va faire quelques sessions, peut-être des résumés par chapitre ou des choses comme ça. Là, aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment on va pouvoir rentrer dans les early sessions parce que c'est des, voilà, 510 sessions entières. C'est énorme, donc je ne sais pas encore, mais surtout, alors, elles sont pas traduites en français pour le moment, elles sont que en anglais. On peut les récupérer sur le site, alors il faut les acheter. C'est des livres écrits qu'on peut récupérer sur le site américain d'origine, la 7, je sais plus exactement. Voilà. Ça, si vous êtes arrivé au moment où vous avez lu le matériau de 7, vous avez lu 7 parle, vous voulez mieux comprendre, approfondir certaines notions, soit vous partez dans des livres thématiques, soit vous revenez aux early sessions. Voilà, c'était juste une grosse parenthèse d'introduction pour vous dire que ce dont je suis en train de parler, 7 parle, hein, ça donne des pistes, ça donne des ouvertures, mais qu'on va peut-être pas aller au bout de chaque sujet dans le livre. Rassurez-vous, il y a encore beaucoup de chapitres, donc il va quand même aller beaucoup plus loin dans les informations. Mais si à un moment donné vous êtes un petit peu en manque, en disant ah, il y a que le début d'un sujet intéressant et je vois pas exactement où est-ce qu'il veut en venir, gardez en tête qu'il y a d'autres livres et que vous pouvez trouver après les compléments pour approfondir les sujets qui vous intéressent. Je rentre du coup dans le vif du sujet, la suite de la séance dont je parlais juste avant. Il disait qu'il fallait éteindre nos sens physiques pour pouvoir avoir accès à une information subtile auquel notre âme est bien sûr en prise directe en permanence. Et pour éteindre ceci, Seth nous dit que c'est ce qu'on fait dans le rêve. C'est pour ça que je faisais le lien avec le livre sur la nature de la psyché, où il en parle beaucoup plus. Donc c'est ce qu'on fait dans le rêve, mais même lorsque vous rêvez, vous gardez souvent une tendance à traduire l'expérience en termes physiques, hallucinatoires. Je relis peut-être, pour faire le lien quand même avec la phrase précédente, on s'était arrêté là-dessus dans ce début de séance. Donc il s'ensuit également que certains indices de l'expérience directe de l'âme ne s'obtiennent que si l'on éteint les sens physiques, si l'on refuse de les utiliser pour se consacrer à d'autres méthodes. C'est ce qu'on fait dans le rêve. Mais même lorsque vous rêvez, vous gardez souvent une tendance à traduire, malgré tout, l'expérience en termes physiques hallucinatoires. Donc les rêves ne sont pas entièrement une porte d'entrée vers le moi interne, mais c'est un début. On va éteindre les sens physiques, mais on garde la traduction en sens physique, dit-il, hallucinatoire. C'est pour ça qu'on peut avoir quand même des sensations quand on rêve. Moi, des fois, j'ai des sensations, je suis au bord d'une falaise, d'un bâtiment et tout ça, sensation de vertige. Et si je saute, alors soit ça me réveille, soit voilà, il y a quelque chose où je sens que mon corps, il réagit. Ça fait partie des traductions que mon mental doit faire en permanence, même lorsque je rêve. La plupart des rêves dont vous vous souvenez sont de cette nature. Donc Seth est quand même en train de donner une explication, de dire en tout cas que les rêves sont une porte d'entrée vers l'expérience objective telle que la vit notre âme de l'intérieur. Dans nos rêves, on coupe les sens physiques en tant que tels. On les remplace, dit-il, par une traduction de sens physiques hallucinatoires. On recrée mentalement des sens physiques alors qu'on est coupé de nos sens physiques. C'est pareil, normalement on n'est pas censé bouger, il y a une sorte de coupure entre le cerveau et les muscles quand on dort, mais on voit bien que des fois il y a des petites réactions, donc c'est inhibé, on va dire. C'est pas coupé, de toute façon les nerfs ne sont pas coupés. Donc le cerveau va vouloir bouger, le message qui est envoyé aux muscles est extrêmement réduit, normalement, soi-disant il est coupé entièrement, mais on voit bien quand même qu'il y a des petits mouvements. Donc on va initier, j'allais dire imiter, mais on initie un peu les mouvements, on les mime, on les
Oui, c'est ça. On commence à faire un peu les mouvements, mais on va pas jusqu'au bout. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu des chats qui dorment. Voilà, on sent quand ils sont en train de courir, ils sont sur le côté, puis on voit que les pattes bougent, on imagine qu'ils sont en train de rêver qu'ils courent, certainement. Voilà, c'est pas complètement inhibé au niveau du cerveau, donc il y a quand même quelque chose de physique. Mais c'est un cheminement intéressant, c'est une exploration passionnante, les rêves. Car c'est quand même le moment où les sens physiques sont coupés, donc on donne accès à autre chose, on laisse une place à autre chose. Comme je disais dans cette première partie de séance, à la toute fin, Seth cherche à nous faire comprendre que on peut explorer, ou même il faut, si on veut aller explorer plus loin, il faut s'autoriser à sortir de ce qu'on perçoit de la réalité, à en rester à quelque chose de figé, d'unique. Hein. Les rêves sont une porte d'entrée vers une autre forme de réalité, en tout cas. Hein. Gardez ça en tête. Donc ce qui se passe dans vos rêves, vous pouvez aller l'explorer. Seth explique que on fonctionne par association d'idées, beaucoup. Donc c'est pour ça qu'une sorte d'analyse avec notre mental quand on est réveillé des rêves, en général on n'y arrive pas, on ne comprend pas. Si on arrive à comprendre petit à petit comment notre psyché, elle associe les idées, elle passe d'une sensation à une autre, où elle va chercher les symboles, elle va utiliser un symbole. Par exemple, il donnait un exemple. Si on voit la boutique d'un tailleur, ça peut vouloir dire que quelqu'un qui va s'appeler, alors là c'est en anglais, hein, est-ce que je pourrais trouver un exemple en français qui parlerait Là je cherche un exemple d'un nom de famille, oui, bah par exemple, voilà, Poisson. Moi je connais quelqu'un qui s'appelle Poisson. Et bah peut-être que dans le rêve, au lieu de penser à cette personne-là, je vais voir un poisson, réellement. Dans mon rêve, il y a un poisson, où je suis un poisson, où je rencontre un poisson, et ce poisson me parle. Et 2 jours après, la personne qui s'appelle Poisson m'appelle. Et je vais pas forcément faire le lien. Mais en tout cas, dans les rêves, on fonctionne d'une manière différente, par association d'idées. C'est pour me prévenir que cette personne son nom de famille est Poisson, va m'appeler, ou va me contacter, ou qu'on va se croiser dans la rue, ou etc. Et donc, je suis préinformé dans mon rêve d'un événement physique qui va réellement arriver. Voilà. C'est un des rôles possibles des rêves. Hein. Il y a des rêves prémonitoires, donc c'est une information possible qui peut venir par les rêves. Donc, il nous dit justement, la plupart des rêves dont vous vous souvenez sont de cette nature, hein, une retraduction. En général, quand on se souvient des rêves, c'est quand même il y a un rôle, on peut s'en resservir dans notre vie quotidienne. C'est quand même ça le rôle des rêves, hein, c'est la psyché. Seth nous dit qu'on est extrêmement éveillé, la psyché pleinement réveillée quand nous rêvons. C'est ce moment-là où elle est connectée pleinement à notre moi interne, à qui on est. Donc c'est dans les phases de sommeil qu'on est pleinement connecté. Et là, je suis finalement en train de rêver pour la psyché. C'est quelque chose de plus confus pour elle. Ça, c'est vraiment aussi intéressant d'essayer de se dire qu'on peut inverser complètement le fonctionnement, où on dit, voilà, je donne validité uniquement quand je suis réveillé. C'est ça, c'est intellectuellement, c'est sérieux, c'est des vraies choses, je fais des vraies choses concrètes. Et quand je rêve, j'ai rêvé que je volais, que je faisais ci, j'ai croisé un poisson. Et j'y donne pas d'intérêt. Alors que les rêves sont des sources d'informations qui peuvent être extrêmement importantes. En tout cas, c'est vraiment la continuité de ce qu'on vit dans la vie physique. Donc, il n'y a pas de séparation pour notre psyché. Paragraphe suivant. 7 continue en nous disant « Cependant, dans certaines profondeurs du sommeil, la perception de l'âme fonctionne relativement sans restriction. » Donc c'est effectivement ce que je venais de dire un peu à ma manière. Il y a certains niveaux de sommeil, donc pas forcément les rêves, ça peut être un sommeil profond, il n'y a pas de rêve. On est connecté directement à notre âme. Là, il dit, la perception de l'âme fonctionne relativement, et il a demandé à Robert de souligner relativement,
sans restriction. Le sommeil, c'est ce que je vous disais à l'instant, nous permet de retrouver une connexion particulière, donc une capacité de perception particulière de l'âme, qui va retrouver, comme on disait dans le début de la séance, le champ total de perception, c'est une expérience directe qui existe à l'intérieur de nous. Eh bien, nous nous y reconnectons dans certains moments où la conscience physique n'est plus présente. Dit autrement, le mental n'est plus là pour faire obstruction. Ma façon là, c'est vraiment très personnel, mais le mental n'est plus là pour bloquer avec sa culture, son fonctionnement, ses croyances. Il est plus là pour bloquer le message, donc directement le message arrive à l'intérieur de nous. Et donc nous sommes relativement, nous prévient Seth malgré tout, c'est pas forcément direct au départ, nous sommes relativement en prise directe. Et lui il utilise la perception et dit sans restriction, relativement sans restriction. Donc il y a à l'intérieur de nous des moments, en tout cas dans notre journée, il y a des moments où nous sommes connectés directement à l'expérience. Nous sommes connectés au message de la matrice, au petit sigle vert qui fourmille et qui donne l'expérience directe. Nous sommes connectés à l'intérieur du paquet cadeau dont je parlais dans ce début de séance, la première vidéo. Nous ne restons pas seulement à l'emballage. Mais quand nous nous réveillons, des fois, nous oublions cette connexion-là. Nous nous sommes connectés à une information fondamentale qui est à l'origine de tout ce qu'on vit en permanence, mais dès qu'on se réveille, on a tendance à la remettre de côté, à l'oublier, à la rejeter, à la nier, à ne pas en tenir compte. C'est ça que Seth est en train de nous dire. Il continue en disant « Vous buvez, pour ainsi dire, à la source pure de la perception », quand on est dans ces moments de profond sommeil. Vous communiquez avec les profondeurs de votre être, avec la source de votre créativité. Oui, présenté comme ça fait quand même beaucoup plus envie. Eh bien, dans la journée, chaque fois que l'on dort, si on a un sommeil correct, si on atteint toutes les phases du sommeil, il y aurait un moment donné, au moment où on serait dans cette profondeur particulière du sommeil que Seth est en train de décrire, donc je ne sais pas à laquelle il fait allusion, mais plusieurs fois par jour, ou en tout cas au moins une fois par jour, dans un sommeil profond, vous communiquez avec les profondeurs de votre être, avec la source de votre créativité. Et à ce moment-là, dit-il, ces expériences, n'étant pas traduites physiquement, ne demeurent pas le lendemain. Effectivement. C'est ce que je disais avant, c'est un peu c'est ce que j'imaginais. Il n'en reste rien dès qu'on se lève. L'expérience profonde de connexion avec notre être, n'étant pas traduite physiquement, ne passant pas par le cerveau physique, en termes de perception sur lesquels on peut mettre des mots, du coup, elle ne demeure pas le lendemain matin. Vous ne vous en souvenez pas comme de rêve, dit-il. Ce n'est pas monté suffisamment à l'état de conscience, ça n'a pas atteint une couche physique suffisante pour que ça se transforme en rêve. Alors, donc là, il parle d'une connexion très particulière, si je résume un petit peu ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'effectivement, dans nos rêves, de manière générale, donc là, la partie qui nous reste le lendemain matin, dans nos rêves, les sens physiques sont déconnectés, donc on se connecte à une information qui est plus directe avec notre âme. Là, dans ce paragraphe-là, il nous dit que même dans certains moments du sommeil, il n'y a pas de rêve, et ça ne deviendra pas des rêves. On atteint un stade particulier. Et ça, je pense qu'on peut l'étudier, c'est quand même bien étudié maintenant, avec des électroencéphalogrammes, et on a capté qu'il y a plein de niveaux d'ondes différentes, alpha, bêta,
delta, gamma, je ne les connais pas toutes par cœur. C'est des fréquences, des patchs en tout cas, enfin des patterns, des motifs de fonctionnement du cerveau, hein, donc des ondes courtes, des ondes rapides, des ondes longues. Il y a certains patterns qui vont revenir à certains stades du sommeil, donc on est capable d'identifier différents stades de sommeil. Ça, c'est vraiment la science, hein, comment ça s'appelle, la neurobiologie, il me semble, hein, qui s'intéresse à ça. Comment les neurones fonctionnent, comment fonctionne le cerveau, y compris dans les phases de sommeil plus ou moins profond. On a identifié, à ma connaissance, les phases où on rêve, hein, c'est un sommeil léger, sommeil un peu moyen, je crois, où on rêve, et puis un sommeil profond, il n'y a plus de rêve. Hein. Moi, j'ai juste gardé en tête ces 3 phases, il y en a peut-être d'autres. Seth nous parle d'une certaine phase du sommeil, donc c'est peut-être cette phase profonde là que je viens d'évoquer. Il n'y a pas de rêve, mais on est à ce moment-là pleinement connecté à notre âme. Ça laisse songeur quand même. Parce que quand on sort de cette phase-là, on n'en a aucun souvenir à notre réveil. Hein, ces expériences n'étant pas traduites physiquement, n'en demeurent pas le lendemain matin. Vous ne vous en souvenez pas comme de rêve. En revanche, poursuit-il, la nuit suivante, les rêves pourront venir de ce que j'appelle l'expérience de la profondeur. C'est comme s'il y avait une sorte d'écho. On s'est connecté une nuit, on a eu des informations particulières qui viennent de notre âme, une connexion directe. C'est donc une expérience profonde. La nuit suivante, peut-être que il y a des rêves qui vont venir d'une sorte de, oui, je dis un écho, une redite, une interprétation de l'expérience de la profondeur. Il a mis ça entre guillemets. Les rêves pourront venir de ce que j'appelle l'expérience de la profondeur. Ces rêves, continue-t-il, ne sont pas des traductions proches ou exactes de l'expérience, mais plutôt des paraboles oniriques, ce qui est tout à fait différent. Alors, à partir d'une expérience profonde dont Seth vient de nous parler, qui n'est pas traduite, Seth nous explique là qu'il y a une sorte de parabole onirique. Une image sur l'image, une interprétation, une matérialisation quelque part, puisqu'en plus ça va venir sous forme de rêve. On est bien d'accord, il dit au début, l'expérience que vous avez vécue dans le sommeil profond ne sera jamais retraduite sous forme de rêve. Donc ça ne viendra jamais à la conscience en tant que telle. En tout cas, là, il ne dit pas qu'on a cette capacité de se connecter directement à notre âme. On le fait, mais de manière complètement inconsciente. Il en reste quelque chose, cette expérience. Et c'est là où je suis un peu démuni par rapport à la manière dont je vais en parler. Il parle de parabole onirique, c'est-à-dire que ça prendrait forme de rêve. C'est une illustration. Peut-être comme je viens de dire l'exemple avant, avec quelqu'un qui s'appelle Poisson, et on voit un poisson dans le rêve. Pour moi, c'est ça, c'est une parabole onirique. C'est-à-dire qu'on va fonctionner par association, soit plutôt sur une émotion, de penser à un événement heureux va nous rappeler un autre événement heureux. Par exemple, j'en ai un exemple comme ça, vraiment un peu au hasard, hein, pour ressentir l'expérience de mon mariage, par exemple, un moment de bonheur, de partage convivial, etc. Je peux tout à fait me rappeler une expérience d'un autre mariage
quelqu'un de ma famille, un ami, quelqu'un de proche, dans lequel les émotions, les sensations étaient semblables. Donc de penser à l'un me fait penser à l'autre. Ça réactive quelque part le même fonctionnement dans le cerveau, les mêmes émotions, les mêmes affects. Donc ça peut être une sorte de parabole onirique. Hein. Onirique, ça veut dire les rêves. Hein. Donc, ce qui vient dans les rêves, finalement, c'est que je ne vais pas avoir accès à l'expérience directe. Là, l'exemple, ce serait mon mariage, par exemple. Mais je vais vivre un autre mariage de quelqu'un d'autre, même peut-être que je ne connais pas dans le rêve, mais je vais me sentir bien, comme si j'étais bien, et je connais personne autour de moi. C'est pas forcément moi qui me marie, je vois quelqu'un d'autre se marier, ou peut-être que je me vois de l'extérieur me marier, ou peut-être que je sais que c'est moi, mais c'est pas le même visage, c'est une autre personne. Vous voyez, on fonctionne comme ça avec des à peu près, des ressemblances, des histoires parallèles. Les rêves, ils fonctionnent beaucoup de cette manière-là. On fait appel à la même sensation, au même événement, vécu, au même ressenti, en fait, voilà, c'est ça. Parce qu'on parle d'expérience, tout ça. Donc, expérience subjective, identique, pour me rappeler, pour me préparer, pour me faire prendre conscience d'eux, etc. Un autre événement qui est similaire. Ou bien, comme je disais, d'utiliser des noms, des mots, mais il peut y avoir plein de jeux de mots. Donc l'idée du poisson, par exemple, mais voilà, je ne sais pas. Ça se dit Fisch en allemand, donc est-ce que je vais avoir un jeu de mots sur une fiche? Je ne sais pas. C'est-à-dire que, en fait, je vais voir un poisson, mais c'est pour m'envoyer un message qu'il y a une fiche, donc un document à lire qui est important. On fait un jeu de mots entre l'allemand et le français. Et c'est un moyen, comme un autre, de communiquer. Hein, donc, quand je parle d'association d'idées, je reviens aussi au début de la séance où je parlais des symboles. Les mots sont des symboles pour des concepts. Eh bien, c'est ça, les rêves. Tout le monde onirique, il fonctionne beaucoup de cette manière-là. Donc oui, il va pas s'embarrasser de oui, mais lui, il parle français, donc faut utiliser le mot français, etc. Non, c'est ah bah tiens, tel mot, ça ressemble à tel concept. Donc je vais lui faire voir ça pour lui faire comprendre un concept où il n'y a pas d'image qui correspond. Donc tout ça, ce sont des paraboles. Et c'est bien la difficulté par rapport aux rêves, c'est de les interpréter. Mais pas de les interpréter parce que quelqu'un nous a dit qu'il fallait les vivre comme ça. Pour moi, les rêves, l'interprétation, elle est personnelle, elle est unique, elle est subjective. Je vous déconseille, aujourd'hui en tout cas, de chercher des réponses, des images que vous gardez de vos rêves, chez d'autres explications, d'autres personnes. La meilleure explication, pour moi, serait que vous cherchiez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que ça m'évoque, à quoi ça me fait penser, hein, association d'idées, association de sensations, association de mots, des jeux de mots qu'il peut y avoir derrière. Votre monde de rêve ne fonctionne pas forcément comme votre mental quand vous êtes éveillé. Donc vous avez peut-être trouvé des jeux de mots, des choses comme ça que vous ne feriez pas vous-même quand vous êtes éveillé. Des associations d'idées qui ne vous viennent pas quand vous y pensez. Mais observez comment votre psyché fonctionne. C'est ce vers quoi 7 nous amène. Et c'est la seule façon réelle pour moi de comprendre nos rêves, de les interpréter clairement. Mais nous, soi-même, mes rêves de moi, par moi-même, par mes interprétations. Puisque chacun est unique, pourquoi aller essayer de comprendre les rêves des autres? Pourquoi aller écouter les explications que les autres donnent de leurs rêves? Ça, j'y crois pas. Ou ça peut donner peut-être des grandes tendances, mais est-ce qu'on fonctionne soi-même comme les grandes tendances? Quelle partie de vous-même correspond à des généralités? Et quelle partie de vous-même est unique? Est-ce que vous croyez que quelqu'un peut vous décrire, écrire un livre sur vous, et à travers une liste de rêves, peut expliquer vous comment vous rêvez? Moi, je ne crois pas.
Je ne crois pas, mais par contre la réponse est à l'intérieur de vous. De mieux comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre psyché. Quel jeu de mots vous allez vous laisser, quelle petite pierre blanche sur le parcours, comme le petit pousset, vous laissez dans cet élamis de pain justement. Qu'est-ce que vous laissez comme trace pour pouvoir retrouver votre chemin? Vers quoi vous partez et quelle information vous vous laissez à vous-même derrière? Mais ça demande à prendre du temps pour s'écouter, pour laisser résonner quelque chose à l'intérieur de soi. Ça tombe bien, 7 nous invite à éteindre nos sens physiques. C'est que comme ça que quelque chose de plus subtil peut émerger en nous. Donc là, voilà, juste pour résumer un peu ce dernier paragraphe. 7 nous disait donc à l'intérieur de nous, il y a des moments où on va se connecter dans le sommeil profond à nous-mêmes, mais on n'a pas d'expérience directe de ceci. On n'a pas un accès direct à notre âme, mais qu'il va y avoir des paraboles qui vont ressurgir peut-être les nuits suivantes, et que nos rêves vont donc finalement, avec toujours un petit décalage, c'est pas grave, est-ce qu'on est à 1 ou 2 nuits près, nos rêves, en partie, il y a différents types de rêves d'après ce que j'ai compris, avec des informations différentes, mais vont chercher à nous parler, à nous donner des informations, à nous préparer, à nous initier, à nous faire vivre déjà, prévivre certains événements, à nous amener des informations. Là aussi, je reprends, comme j'en avais parlé la dernière séance, le roman ou le film, Le guerrier pacifique, c'est ça, c'est-à-dire que le jeune homme, il a des rêves prémonitoires qui le préparent. C'est-à-dire que l'âme lui dit déjà, il va arriver ça. C'est ça que je veux expérimenter en tout cas. Libre à lui de continuer sa vie et effectivement de vivre l'expérience. Libre à lui peut-être d'essayer de changer quelque chose et de ne pas vivre l'expérience, pas directement. En tout cas, l'âme l'avait préparé, il l'avait déjà vécu. Et il y a une distinction, vous voyez bien, c'est plutôt bien fait, je trouve, dans le film, effectivement. La parabole de la jambe qui explose, tout le début du film, voilà, c'est ça. Et donc, il vit ça sous forme de rêve. Donc là, ce serait une image de cette parabole onirique qui nous viendrait. La parabole, elle est quand même assez claire. Mais il y a d'autres petites informations qu'on voit. Il y a quelqu'un qui vient balayer les morceaux de sa jambe, et il a 2 chaussures différentes. Pour ceux qui connaissent le film. Vous voyez, toutes ces informations-là, elles sont présentes. Quand je parle de parabole, c'est ça, c'est des associations d'idées, des images, des préparations. Voilà, j'ai vraiment l'impression que 7 nous parle de ça, et que du coup ça fait sens avec d'autres informations. Là je parle de ce livre par exemple, ou du film. Voilà, toutes ces informations se recoupent, et c'est pour cette raison que j'y trouve du sens, que je vois vraiment que le message de 7 est extraordinaire, parce que ça fait partie d'un grand courant de pensée. Vous allez le retrouver à plein d'endroits, dans plein de livres, des commentaires, des vidéos, des courants de pensée, etc. Et que globalement, toutes ces informations présentent l'être humain de la même manière, attirent notre attention sur les mêmes choses, nous expliquent les mêmes choses de notre fonctionnement profond. Paragraphe suivant, 7 continue. Or, ce niveau de conscience particulier, qui apparaît dans le rêve, n'a pas été repéré par vos scientifiques. À l'époque, en 1970, 13 mai 1970. Peut-être depuis qu'on a mieux compris. Là, c'est vraiment faut remettre le matériel de 7 dans son contexte historique. Donc, ce niveau de conscience particulier, là, c'est pas le niveau de quand on est connecté à notre âme. Enfin, je ne crois pas. Ou alors, parce qu'il y a un lien, alors là, j'ai juste un doute. Il y a un sommeil profond. On est connecté à notre âme, on reçoit les informations. Il y a un état de sommeil plus léger, où on va rêver.
Et il y a peut-être un... Là, c'est moi qui émets une idée comme ça. 7 parle de niveau de conscience particulier, donc il y a peut-être un niveau de sommeil particulier entre le rêve et le sommeil profond qui aide à faire remonter les informations sous forme de parabole. Ou bien, peut-être simplement, c'est quand on est dans l'état de rêve, il y a quand même une connexion qui se fait avec le sommeil profond juste avant. Et voilà, c'est une retraduction donc, de ce qu'on a vécu dans le sommeil profond sans rêve, qui apparaît quand on est dans l'état de rêve. Parce que, pourquoi j'hésite? Parce que 7 parle d'un niveau de conscience particulier qui n'est pas repéré. Et c'est, dit-il dans la phrase suivante, c'est dans ce niveau qu'est générée l'énergie qui rend le rêve possible. Donc effectivement, peut-être que c'est moi qui invente trop de choses. Il y a le sommeil profond, il y a le sommeil, je crois que c'est le paradoxal, non? Bon, je suis plus trop sûr. Le sommeil, en tout cas, où on va pouvoir rêver. Il y a un sommeil encore plus léger, on peut rêver, mais on a déjà conscience aussi qu'on est en train de rêver. Là, c'est un sommeil où on rêve profondément, et donc c'est dans ce niveau-là, en tout cas. Donc j'ai l'impression qu'on a avancé, en tout cas scientifiquement, par rapport à ce dont Seth parlait en 1970. Il y a un niveau de conscience particulier, et dans ce niveau-là, l'énergie qui rend le rêve possible est générée. Et s'inspire donc, a priori en partie, des informations qu'on a vécues les nuits précédentes dans la phase sans rêve. Or, ce niveau de conscience particulier qui apparaît dans le rêve n'a pas été repéré par les scientifiques. C'est dans ce niveau qu'est générée l'énergie qui rend le rêve possible. Oui, voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être simplement ça. Au moins, c'est 2 étapes avec donc un état particulier, un état de conscience qui nous permet de créer les rêves. Et au fur et à mesure que les rêves sont créés, il va le créer à partir de certaines informations, et donc certains vont venir en tout cas de l'expérience qu'on a vécue les nuits précédentes, et vont apparaître sous forme de paraboles dans le rêve. Il continue en disant « Il est vrai que les rêves permettent au moi physiquement orienté de digérer l'expérience courante. » Ah, ça c'est quand même intéressant. Donc, Seth valide dans cette phrase le fait que notre expérience courante, notre expérience physique, est digérée à un certain niveau, dans les rêves en tout cas. Les rêves permettent au moi physiquement orienté, donc la partie plutôt externe, de digérer l'expérience courante. Une partie du travail, une partie du rôle des rêves, c'est une digestion de ce qu'on a vécu dans la journée d'avant. Mais poursuit-il, excusez-moi, mais poursuit-il, même phrase, il est vrai aussi que l'expérience est alors ramenée à ses composantes initiales. Le fait de digérer à ce moment-là l'expérience physique, ce que je comprends en tout cas, il dit qu'on revient aux composantes initiales de l'expérience. Et dans les composantes initiales, il y a l'expérience physique qu'on a vécue, mais il y a l'expérience vécue par l'âme directe. Donc les rêves permettent de nous reconnecter, a priori aux deux, à l'extérieur du paquet cadeau et à l'intérieur. Les rêves sont un moyen de revenir à l'information initiale vécue par notre âme. C'est en tout cas comme ça que je comprends aujourd'hui cette phrase. Il est vrai que les rêves permettent au moi physiquement orienté de digérer l'expérience courante, mais il est vrai aussi que l'expérience est alors, quand on est en train de la digérer donc dans les rêves, elle est ramenée à ses composantes initiales. Ces composantes initiales, sauf si je me trompe, sont effectivement la base avant la traduction physique.
c'est ça, il confirme ça effectivement dans la phrase suivante que je viens de lire rapidement. Elle se scinde l'expérience se scinde, pour ainsi dire, en certaines parties, certaines parties en sont conservées comme des données physiques passées, entre guillemets, puisque c'est l'expérience de la journée qui vient de s'écouler, mais en même temps, il nous dit, l'expérience d'ensemble retourne à son état initial. Ça, c'était une phrase, j'avais pas encore compris le poids de cette phrase-là. J'ai l'impression qu'effectivement, les rêves sont une porte d'entrée directe à l'information initiale. C'est ce qu'il dit. L'expérience d'ensemble retourne à son état initial quand on est dans l'état de rêve. Donc, dit autrement, pendant la journée, je vis une expérience. Cette expérience, derrière, il y a un fond qui est projeté par notre âme, telle qu'elle est vécue de base, donc plutôt connectée à notre moi interne, mais on ne l'aperçoit pas à ce moment-là. On voit la retraduction de nos sens physiques. Et dans la nuit, on peut digérer, pas forcément, c'est une généralité, c'est pas la nuit suivante, forcément, on va revivre toute l'expérience. Mais dans les nuits qui suivent, éventuellement, il peut y avoir un écho. Je reste sur quelque chose qui est possible. Et que quand on est en train de rêver, quelques nuits après, on va revivre éventuellement cette expérience, mais sous deux formes en même temps. Une partie, dit-il, qui est conservée comme des données physiques, et on va bien l'associer à quelque chose de passé, on va la stocker dans la mémoire, donc on la met sur notre ligne de temps passée, et en même temps, on retourne quand même dans l'expérience, dans son état initial. Donc il y a une partie de l'expérience auquel on a accès, qui est dans sa composante entière. Les rêves sont donc une porte d'entrée, de ce que je comprends en tout cas de ces quelques phrases, beaucoup plus puissante que ce que j'avais en tête, car ça nous ramène, c'est comme si on revivait une nouvelle fois l'expérience, dans toute sa richesse, y compris la partie qui nous avait échappé quand on l'a vécu physiquement. Donc les rêves sont une façon de nous reconnecter à l'information directe que notre âme perçoit en permanence, dit autrement. Les rêves sont une redite dans sa forme complète et à un stade où on est peut-être plus capable, puisqu'on n'a plus connecté à nos sens physiques directement, on est donc capable de retraduire différemment, ou peut-être d'avoir accès, même sans retraduction, à l'expérience initiale. Mais, petite parenthèse, à nouveau, il faut pour ça comprendre comment nos rêves fonctionnent, pour pouvoir se reconnecter à l'expérience. Mais c'est une vraie porte d'entrée. Oui, j'ai vraiment cette impression-là. Seth insiste beaucoup sur les propriétés du rêve, sur cette richesse du rêve dans ces trois paragraphes que je viens de lire dans cette deuxième partie de la séance. La notion de parabole onirique, très importante, le fait qu'on se reconnecte dans les rêves à une expérience profonde, y compris non physique, entière, et qu'on est en plus dans un état particulier quand on rêve, étant pas dans le monde physique, la conscience n'étant pas focalisée sur le monde physique, d'être plus en compréhension, de comprendre. Donc dit autrement, les rêves sont vraiment la possibilité pour nous, si on arrive après à les réinterpréter, à les garder en tête quand on se réveille, à expérimenter la richesse entière d'une expérience, telle que notre âme la voit, la vit, la première fois. Je vais laisser en tout cas un peu, peut-être que je relirai d'ici la prochaine fois un peu ce paragraphe, vérifier si je ressens ça de la même manière. En tout cas, c'est ce que je comprendrai aujourd'hui de ce paragraphe. Là, on est donc le haut de la page 125, qui me laisse penser effectivement que les rêves sont beaucoup, beaucoup plus importants que ce que j'avais en tête au départ. Je vous laisse aussi mûrir ça de votre côté. Merci en tout cas pour votre attention et à très bientôt.